RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. J'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Trépeau, notre spécialiste, à la fois vigneron, à la fois conseiller, à la fois responsable président d'association de promotion du champagne, donc un grand spécialiste du champagne. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand, une grande question se pose aujourd'hui où les ventes de champagne diminuent, les volumes sont en baisse, l'inquiétude grandit. La question qui se pose, c'est celle de la visibilité du champagne. Le champagne, produit prestigieux, produit la fête, produit absolument extraordinaire connu sur l'ensemble de la planète. Est-ce que le champagne est en train de perdre sa visibilité dès lors qu'on lit les volumes vendus à cette question de visibilité du produit? Alors la question elle est très importante parce que pour être choisi par un consommateur, il faut d'abord être connu, donc être visible. Si on objective les choses avec quelques chiffres, la Champagne elle est plutôt dans une phase de recul de ses ventes. Le dernier point haut était en 2022 à 325 millions de bouteilles. On est descendu l'année dernière à 266. Donc on est en recul. 50 millions de bouteilles en moins. Et pendant ce temps-là, notre segment, le domaine, le type de vin dans lequel on évolue, qui est celui des vins effervescents, lui ne cesse de progresser, tiré par une locomotive pour le moment inoxydable, qui est le Prosecco. Alors, en quantité, pour que nos auditeurs le comprennent bien, le champagne représente quelle quantité de vin par rapport à l'ensemble des vins concurrents que sont les effervescents? Alors à l'époque, on faisait encore 300 millions de bouteilles, parce que ce sont des données qu'on met du temps à avoir. Je veux juste expliquer que à nos auditeurs et auditrices que la Champagne, elle est très forte pour publier ses chiffres un mois après la clôture de l'année, mais c'est bien la seule région viticole à faire ça. Les autres, ils n'ont pas une organisation aussi structurée, et donc on a souvent les chiffres du marché des effervescents avec 2 ans de retard à peu près, le temps que ça revienne par les douanes, les déclarations de chacun des pays, etc. Quand on faisait 300 millions de bouteilles, donc il y a à peu près 2 ans, on représentait 8% des vins effervescents produits dans le monde. Mais bien entendu, avec la dynamique que je vous indiquais, nous on recule, eux progressent, ces 8% on les tient pas. Donc aujourd'hui, on est peut-être à 7% ou 6%. Exactement. C'est-à-dire presque rien. Et le but, c'est de se dire, à un moment, il y a bien un pourcentage à partir duquel on ne sera plus visible. Si dès que vous rentrez dans un supermarché ou que vous ouvrez la carte d'un restaurant ou d'un bar, que vous avez une section qui s'appelle des fois champagne tout simplement, alors ça nous énerve, mais parfois sparkling and champagne, et que vous avez 5 Prosecco, un Cava et un champagne perdu dans l'affaire, vous êtes un peu noyé là-dedans, et petit à petit vous vous faites sortir, vous êtes de moins en moins visible. Donc aujourd'hui, est-ce que le champagne de ce fait est condamné pour garder de la visibilité à être complètement positionné comme un produit de luxe, un produit rare, un produit cher? Le problème du produit cher, il y en a 2. Tout d'abord, c'est que les études de notoriété nous montrent que le champagne, à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours respecté. On trouve que c'est un produit de qualité. Il est désiré. Ah ben oui, j'aimerais bien boire du champagne. Le problème, c'est son prix. Mais il est de moins en moins choisi spontanément. Quand j'ai envie de faire la fête, je retrouve mes amis. Il y a une petite célébration du quotidien. Le champagne n'est plus qu'une option parmi tant d'autres, alors qu'avant, il était une évidence culturelle. On voulait célébrer quelque chose, on sortait le champagne. Aujourd'hui, ça pourrait être aussi du crément, ça pourrait être aussi du prosecco, ça pourrait être aussi un cocktail, etc. Ça n'est plus qu'une option. Alors même qu'on est dans une situation exceptionnelle, dans un moment de fête exceptionnel, on ne pense plus spontanément champagne. En tout cas, il a des challengers, il y a des options, il s'inscrit dans une palette de choix, ce qui n'était pas forcément son cas où il avait la force de l'évidence. Il faut dire qu'on a
pas quasiment inventé la bulle, mais quand on dit qu'aujourd'hui on est à 8%, vous remettez des décennies avant, on était plutôt dans une représentation à 2 chiffres de ce qu'on pesait dans les vins effervescents. La quantité, c'est assez mal vu dans notre réflexion française, on oppose souvent quantité et qualité. Sauf que pour être visible, pour être connu, surtout pour un produit mondialisé, il y a bien une question de quantité. Il faut qu'on puisse vous voir un peu partout, qu'on vous trouve un peu partout. Je vais vous prendre plusieurs choses. Aujourd'hui, il est clair que chez les jeunes, la première bulle, c'est plutôt le Prosecco. Ils démarrent leur consommation d'alcool avec des cocktails, et le cocktail phare, c'est le Spritz, et ça va amener le Prosecco. Les moments sympas, on se retrouve, c'est la fête de fin de semaine, c'est du Spritz. Le champagne, il commence à devenir extérieur au quotidien. C'est pas une boisson que je bois régulièrement, c'est à l'anniversaire de mamie, c'est au mariage des grands cousins, un truc très protocolaire, un peu guindé. Mais alors, moi je m'interroge, alors pourquoi le Prosecco, là qui serait le premier pas vers lequel iraient les jeunes, et pas une clairette de Die, un crément de Bourgogne, un crément d'Alsace, un mousseux de chez nous? Pourquoi pas? Alors, il fonctionne assez bien. Il faut savoir que les créments sont en train de battre des records de vente en France. Donc tout le segment, comme je vous le disais au départ, des vins effervescents progresse. Il y a que le champagne qui aujourd'hui est dans son corner avec son prix et son image un peu guindée. Et donc le Prosecco, sa force, c'est son cocktail. Alors vous me direz, le crément, il y avait le crément avec du cassis, le Kir Royal. Alors c'était devenu, c'est une vieille histoire, c'est probablement devenu comme tous les cocktails un peu ringards. Et puis quand le Spritz est arrivé avec sa couleur joyeuse, avec son côté Dolce Vita italienne, pour le moment, c'est un succès énorme. Est-ce que ça durera? En général, dans les cocktails, ça dure pas non plus l'éternité. Il y a toujours un nouveau cocktail qui en chasse un autre. Mais on est dans l'âge d'or du Spritz aujourd'hui. Ce qui embête un peu les Italiens, c'est qu'on est en train de faire des Spritz avec tout et n'importe quoi. Et donc, il y aura probablement une dilution de cet effet. Mais à partir du moment où dans un bar, dans un restaurant, lors d'événements, on a des cocktails et du Spritz, ce sont des lieux où on va construire sa sociabilité. On prend l'habitude de sortir, on est avec ses copains, et donc ça veut dire que cette sociabilité, elle est hors champagne. Et donc il va falloir plus tard qu'on rame un peu pour essayer de trouver notre place là-dedans. Mais ça s'est construit, les normes sociales se sont construites au départ sans nous. Alors, aujourd'hui, je pense qu'en Champagne, on a conscience de cela. Il y a un certain nombre de personnes qui commencent à réagir. Et quelles sont les pistes qui sont suivies pour essayer de retrouver cette visibilité? Je pense que la première, et je ne sais pas si on le dit aussi directement ça, ou si tout le monde fait aussi clairement le lien que celui que je vais vous faire là, mais on se parle beaucoup en ce moment des 300 millions de bouteilles en disant il faut que la Champagne retrouve 300 millions de bouteilles. C'est ce qui permet aux vignerons d'avoir un certain niveau d'appellation. C'est ce qui permet à notre outil industriel de fonctionner avec un certain degré de performance. Et donc, il faut qu'on retrouve les 300 millions. Mais en fait, derrière ça, les 300 millions, c'est aussi pour maintenir ce pourcentage de vin effervescent dont on parlait. Et si on veut le maintenir, les fameux 8% qu'on disait en début d'émission, moi, j'ose le dire, c'est que c'est pas 300 millions qu'il faudra qu'on fasse demain, mais peut-être plutôt 320, 330. Et là, tout le monde vous regarde en disant, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais si on ne touche pas à l'image et à l'accessibilité du produit. Il faut aussi que le champagne retrouve le quotidien. Alors, dans des situations comme celle-ci et pour d'autres produits, on a souvent vu les spécialistes du marketing de dire « mais pour le champagne, la solution serait de trouver une gamme avec des produits à un prix plus accessible qui permet ensuite d'avoir une progression dans cette gamme en termes de prix vendus, donc avoir en fait des prix d'appel ». Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine qu'en Champagne, on puisse avoir un produit Champagne qui soit un prix d'appel? Je pense qu'on est oui, la réponse sans détour est oui, parce que tous les champagnes n'ont pas les mêmes coûts de production. On a des tas d'arbitrages en vinification qui peuvent impacter sur le coût de la bouteille et sur le coût des raisins qu'on a mis dans la bouteille. Il y a aussi l'effort commercial qu'on fait pour vendre le champagne. Bien entendu, il y a le prix du raisin, en se disant c'était déclaré peu de temps par un directeur de maison, mais il veut bien faire des efforts commerciaux pour essayer de proposer un champagne plus accessible et plus promotionné. Mais dans ce cas-là, il veut aussi qu'il y ait un effort sur le prix, parce que quand il fait un sacrifice, lui, sur sa marge, il voudrait aussi que les bouteilles qui rentrent, elles lui coûtent moins cher. Mais il me semble là qu'il y a une objection à ça. Aujourd'hui, quand on discute avec les responsables des grandes maisons, ceux qui justement ont des gammes, nous disent là où les prix les plus élevés, on ne perd pas de volume. C'est-à-dire, en gros, là où nous sommes en perte de volume, c'est sur les premiers prix. Parce que les premiers prix sont pas si bien positionnés en termes de premier prix. Donc ils sont trop élevés.
c'est des faux premiers prix, c'est simplement des prix dégradés avec une image qui n'est pas assez soutenue. J'ai beaucoup aimé la déclaration de l'un d'entre eux, d'un des dirigeants, qui dit globalement, si on veut simplement courir à la premiumisation, alors ce mot il est très laid, mais il veut dire en fait les segments les plus chers sont ceux qui tiennent mieux la route et on pourrait se contenter de ça, mais c'est 200 millions de bouteilles qu'on vend. Or, mais on ne peut pas faire que du premium. Et on ne peut pas faire que ça. Tout n'est pas d'une qualité archi premium et inoubliable, etc. On fait des bons vins, on n'en a jamais fait des aussi bons en Champagne, mais tout ne se vaut pas non plus. Et on a une logique de dire, cette visibilité fait qu'avec 200 millions, on va disparaître. 200 millions de bouteilles, alors que les effervescents progressent. Pendant ce temps-là, les Prosecco vont se mettre à faire des Prosecco premium. Qu'est-ce qui restera de la position qu'avait la Champagne comme incontournable de la fête et de la célébration? Et c'est là où clairement, la réponse n'est pas simple et ça challenge tout le monde. Oui, à des champagnes qui sont les meilleurs vins effervescents au monde et il faut qu'ils soient connus et reconnus, mais il nous faut un certain volume pour exister et un certain volume avec un prix bien positionné. En tout cas, il y a des pistes qui partent dans tous les sens, parce que ceux qui sont partisans des premiums, partant du principe qu'actuellement, ce n'est pas là qu'ils sont attaqués sur les volumes, ils sont à la recherche des nouveaux riches sur la planète, et il y a de plus en plus de gens riches sur la planète que ces prix de champagne premium peuvent aller conquérir. Donc ça veut dire aller être partout en communication, ou en tout cas dans les jet-sets ou dans les réseaux de gens riches en fait. En tout cas, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que si on se basait juste à dire on va vendre toujours plus à des gens riches et on va pouvoir retrouver des volumes supplémentaires sur des gens riches, la dernière décennie nous montre que ça marche pas. Bon, donc c'est une piste qui est une impasse, en tout cas dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure qui est insuffisante par rapport à la logique industrielle du champagne. Et encore une fois, je trouve que cet angle de la visibilité, pour exister, pour être choisi, il faut être connu, il faut être vu. Ça veut dire que ça va avec un certain volume. Un certain volume et il faut aussi des prix qui soient accessibles, notamment auprès de la jeunesse, qui portent les volumes futurs. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Bertrand pour cette analyse sur la visibilité du champagne qui, malheureusement, est moindre aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être à une époque. Au revoir à tous. Au revoir.